On a un petit peu de monde qui commence à arriver. Bonsoir Ouais, à tous. Bonsoir tout le monde. Ah, ça y est. Bonsoir à tous. Bon. Bonjour Steven. Bonjour Laetitia. Laetitia. Bien. Alors, on va pouvoir commencer parce qu'on va laisser les gens arriver petit à petit, mais on va pouvoir commencer tout doucement. Donc déjà, bonjour à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle table ronde FedMind. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas FedMind, c'est une application d'éducation thérapeutique à destination des personnes en situation d'obésité ou de surpoids. Nous œuvrons en fait pour améliorer la qualité de vie des patients en situation d'obésité. Et la dernière table ronde a eu lieu en fin avril 2021 et en fait on y traitait de la motivation avec David Le Foll qui est enseignant-chercheur en psychologie du sport et Noël Cariclé qui est médecin psychiatre. C'est deux membres de notre conseil scientifique. Et donc, si vous souhaitez revoir ou même voir cette table ronde, rendez-vous sur notre page Facebook FedMind. Je me présente, je suis Nina et je suis conceptrice pédagogique chez FedMind. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maïwen et Christelle, toujours fidèles au poste, qui sont les dirigeantes de FedMind. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et nous invitons autour de la table virtuelle finalement Manon Rasmani-Villermo, qui est sexologue à Orléans. Et donc, Manon, je vais vous laisser vous présenter à nos viewers et à tout le monde qui est présent ici ce soir. Alors, vous m'avez bien présenté. Je m'appelle Manon Rasmani-Villermo. Je suis psychosexologue. Voilà, et je suis ravie d'être là aujourd'hui. En tout cas, on est ravis de vous avoir et surtout ravis que vous nous donniez un peu de votre temps. Je sais que vous avez beaucoup de patients en ce moment sur Orléans. Aujourd'hui, si on vous a invité, Manon, c'est parce qu'en fait, on souhaite parler de sexualité chez les personnes en situation d'obésité. Certaines personnes vivent très bien leur sexualité, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est à ces personnes-là qu'on s'adresse ce soir et c'est en votre compagnie, Manon, qu'on va aborder ce sujet-là. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Parce que j'avoue que c'est un peu, il y a beaucoup, c'est très sombre, enfin c'est très flou. Du tabou de la sexualité aussi. C'est ça. Alors, je suis psychosexologue. Mon métier, ça consiste à quoi? En fait, je me donne la mission d'accompagner des personnes de façon individuelle par rapport à leurs problématiques liées à l'intimité, liées à la sexualité. Voilà. À un moment de leur vie. Et aussi, j'accompagne également des couples qui sont dans une situation de mésentente conjugale à un moment pareil de leur vie de couple. Voilà. Oui, c'est pas forcément une mésentente à caractère sexuel, ça peut être aussi, par exemple, une mésentente dans le couple au niveau relationnel. Alors, en général, on fait appel à moi quand il y a clairement une mésentente liée à la sexualité. Voilà, d'accord. Par rapport à ma spécialité. Mais évidemment, les racines de la problématique toujours sont ailleurs. Oui, bien sûr, comme en obésité. Qui sont ailleurs et qui sont liées à la qualité de la relation, la communication, des traumatismes individuels de l'un qui peuvent induire certains comportements et certains conflits. Et finalement, voilà. Les racines, en fait, ce qui est intéressant dans le métier de sexologue, c'est le fait que c'est très très large, un peu, et complexe, un peu comme l'humain. Voilà. Oui, totalement. Et est-ce que vous recevez beaucoup de personnes en situation d'obésité dans votre cabinet? Alors, je reçois des personnes, c'est à l'image de la société, je reçois des personnes qui sont en situation d'obésité, qui sont dans une situation de surpoids, mais on va dire, j'ai rarement eu la consultation par rapport à ça. En général, la consultation, c'est pas forcément lié à l'obésité,
mais liées, par exemple, à des troubles sexologiques, l'inhibition. Voilà, mais je reçois, et moi, je n'ai pas le jour de on va dire la première consultation, je mets jamais en avant une particularité par rapport à une autre. Je veux dire, je le considère pas comme un problème. Après, au fur et à mesure de la consultation, s'il y a par exemple des problèmes cliniques liés à l'obésité, évidemment, sont abordés. S'il y a un diabète, évidemment, on l'aborde par rapport comme une donnée clinique liée à la prise en charge. Voilà. D'accord, merci Manon. C'est un peu plus clair pour nous tous. Votre métier qui est finalement beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait croire. Je m'adresse maintenant aux dirigeants de FedMind. Vous qui êtes patiente experte de l'obésité, avez-vous une potentielle interprétation à donner de ce que vient de nous dire Manon au niveau de sa patientèle voilà, au niveau de la sexualité chez les personnes en situation d'obésité? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça en tant que patiente experte et en tant que présidente d'association? Maïwenn ou Christelle, à vous de voir. Alors, moi, je sais que dans le cadre, effectivement, de groupes d'échange que l'on peut avoir sur notamment l'obésité et particulièrement sur la sexualité, c'est un sujet qui est quand même relativement très tabou, mais il peut arriver que des personnes nous parlent quand même de certaines craintes, pardon, pas de craintes, mais de craintes, concernant justement la question du désir, la question de la jouissance aussi, celle de l'image de soi, c'est-à-dire que particulièrement chez la femme, où il y a effectivement des sous-entendus concernant l'image de soi, de son corps, du désir, est-ce qu'elles peuvent se permettre, voilà, plus à la limite les femmes concernant l'image de soi, et concernant l'homme, c'est le côté mécanique, côté mécanique, et à la fois le fait que l'homme, de par exemple son gros bidon, on va pas voir son sexe, c'est des complexes, ce genre de choses qui font que pour le coup ils vont quand même en parler librement, mais pas tout le temps, parce que effectivement, quand je dis pas tout le temps, c'est-à-dire que c'est quand même un sujet qui reste malgré tout tabou, et les personnes sont très malheureuses par rapport à ça aussi. Avec beaucoup de souffrance, oui. Tout à fait. Maïwenn, tu souhaites rebondir? Oui, je te rejoins complètement, Christelle. C'est la même chose que moi je peux voir dans les groupes de parole que j'anime. Et en tout cas, quand le sujet est abordé, on voit que effectivement, il y a une certaine pudeur et une certaine gêne, alors qui n'est pas forcément au début liée justement à l'obésité, mais quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'en fait, il y a des questions qui se poseraient peut-être pas justement s'il n'y avait pas ce sujet de l'obésité, du surpoids. Et c'est vrai que très vite, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des contraintes physiques, biologiques, physiologiques qui vont rentrer en compte, des choses effectivement par rapport à l'estime de soi, à l'image de soi, mais que là pour le coup on peut retrouver chez n'importe qui parce que c'est très personnel et en fonction de l'image et le rapport que l'on a à son corps, mais qui peuvent forcément être exacerbés chez la personne en situation d'obésité, de par aussi le regard que la société lui renvoie d'elle-même, voilà, que d'autres personnes ne vont pas souffrir, voilà, par rapport à certaines attentes aussi qu'on leur renvoie. Par rapport aussi au regard des hommes, ne serait-ce que dans la rue, au désir, à la phase de séduction aussi. Enfin, vraiment, on voit que c'est très, très complexe et ça ramène à plein de choses. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion de creuser tout ça ce soir. Mais effectivement, c'est un sujet qui est quand même abordé et qui préoccupe, en tout cas, les personnes que l'on accompagne. Si je puis me permettre juste compléter, enfin, quand je dis compléter, il y a une chose qui me vient aussi en tête, c'est que par exemple la femme, pour qui on sait qu'effectivement le corps est quand même important, le fait de plaire, l'homme aussi, on est bien d'accord, mais la femme qui n'aime pas par exemple son corps n'arrivera pas à comprendre comment son partenaire peut aimer ce corps qu'elle rejette. Et pourra donc, du coup, en conséquence, refuser justement ces rapports sexuels. Finalement, le juge n'est pas l'homme avec qui elle est, mais finalement, c'est l'autre femme qui est en elle, finalement. Et du coup, c'est ce combat avec elle-même. Voilà.
Il faut savoir que donc cette table ronde a été préparée en amont à travers un atelier que j'ai proposé au sein de la plateforme PCO, donc avec Claire-Émilie Olivier qui travaille à Appui Santé Loiret. Et en fait, nous nous sommes réunis en visio le 6 mai et nous avons traité de différentes thématiques. Mon but était en fait de porter la parole des personnes en situation d'obésité qui souffrent d'une sexualité peu épanouie. Je leur ai d'abord demandé comment est-ce qu'ils définissaient la sexualité de manière générale. J'ai eu des retours comme il s'agit d'un éveil des sens, une relation intime avec un partenaire, d'un rapprochement affectif. Elle peut prendre la forme de masturbation, bref, tout un ensemble de définitions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Selon vous, Manon, est-ce qu'il existe une véritable définition de la sexualité ou est-ce qu'elle est propre à chacun finalement? Alors, est-ce qu'il y a une véritable définition de la sexualité? Je vais dire évidemment que non. mais en fait, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun parce que c'est propre au conditionnement de chacun, à l'éducation de chacun, à la valeur qui sont transmises, on va dire le mythe familial, la valeur qui sont transmises par l'éducation et par l'héritage familial. Il y a aussi par rapport aux expériences traumatiques ou joyeuses, parce que joyeuses aussi, par rapport aux expériences de la vie, dans l'évolution de chacun. Et je veux dire, la culture de son sens large, les injonctions sociaux, les injonctions et les libertés qu'on peut prendre aussi avec le corps. On parle là de la thématique de l'obésité, on peut voir une souffrance qui est complètement inversée, qui est dans d'autres cultures, que la maigreur est complètement dénégrée, avec beaucoup de souffrance. Et le fait d'avoir certains rondeurs, c'est plutôt érotisé et plutôt quelque chose de très positif, parce que ça a une notion, comme en Afrique, j'ai de la chance de vivre, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et au Sénégal et dans ma jeunesse. Et c'est une expérience en étant en contact avec des populations sahariennes. J'ai une autre vision aussi du corps. Voilà. Et comme quoi la sexualité de chacun est différente. Et même, je vais aller plus loin, même l'imaginaire sexuel, les fantasmatiques aussi, tant mieux, ils sont différents aussi. Voilà, ils sont teintés par tout ce qui nous entoure. Et donc on comprend justement par votre pas définition, mais votre explication maintenant que finalement tout dépend du prisme culturel, environnemental, sociétal, etc. C'est ce prisme qui donnera une définition, une couleur à chaque personne pour la sexualité, pour sa vision de la sexualité. Et justement, durant mon atelier de travail avec ces personnes en situation d'obésité, j'ai aussi abordé avec elles l'impact finalement de leur obésité sur leur sexualité. Et là, c'est là que le bas blesse. Je n'ai eu aucun retour positif, aucun signe d'un impact positif ou même d'une marque positive de leur obésité sur leur sexualité. Quand j'ai énoncé le terme impact, je n'ai pas souhaité les guider d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que ce qui est ressorti, ce n'est que des choses qui ne sont pas positives. Et finalement, est-ce que c'est quelque chose, Maïwenn, Christelle, cette négativité finalement dans la sexualité, ce manque d'épanouissement, est-ce que c'est l'impact négatif de l'obésité sur la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup retrouvé dans vos groupes d'échange?
Alors, peut-être pas là dernièrement, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec différents, lors d'ateliers différents il y a quelques années. Il semblerait que c'est la façon même dont la personne obèse perçoit son image, son corps, qui est finalement un retentissement sur la sexualité. Si celle-ci est finalement assumée, que la personne a d'elle-même une image positive, sa sexualité finalement s'en portera d'autant mieux. Par contre, si effectivement la personne se dévalorise, si elle a une image du corps obèse avec tout cet amas de graisse, que du coup elle focalise là-dessus, eh bien effectivement ça renvoie une mauvaise image d'elle-même, hein, finalement cette personne, et ça a vraiment une conséquence sur un retentissement négatif sur sa sexualité. Et bien entendu sur sa confiance en elle aussi, parce que pour le coup ça va de pair. Donc voilà comment je ressens les choses quand je discutais avec ces personnes, notamment, qui m'avouaient que finalement, effectivement, c'était aussi une notion de confiance en elles. Voilà. Maïwenn, ton micro, s'il te plaît. Pardon. Donc, oui, exactement la même chose de mon côté. J'ai eu la chance de pouvoir en échanger aussi dernièrement. Et c'est vrai qu'il y avait aussi des notions. Alors, en fait, c'était pas un problème de désir ou d'envie, parce que pour moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que l'envie est là, le désir est là, mais qu'il y a une espèce de blocage qui se fait. Et alors, on n'ose pas déjà. Enfin, on n'ose pas parce qu'effectivement, il y a cette image de soi où on se sent presque pas légitime à prendre du plaisir, à pouvoir s'exprimer à travers son corps parce que, en fait, on est focalisé sur ah ben oui, mais voilà, je peux pas mettre dans telle position parce que sinon il va avoir mon ventre et puis je suis pas à l'aise et du coup je focalise, donc du coup effectivement je peux pas tout simplement prendre du plaisir et je me sens pas à ma place et du coup je vais carrément m'interdire et du coup je vais arriver à une situation où je vais même éviter le rapport alors que potentiellement j'en avais envie, mais la psyché va bloquer. Et dernièrement aussi on a évoqué la question de l'énergie, c'est-à-dire que parfois aussi quand on se sent un peu prisonnier de son corps et qu'on est dans une phase aussi un peu entre guillemets léthargique ou dans une phase un peu dépressive qui peut arriver souvent hein, quand on traverse l'obésité et que c'est installé depuis un moment et que finalement il y a aussi ce problème que on a envie dans sa tête mais on sent que l'énergie n'y est pas non plus et entre guillemets presque une flemme quoi, qui s'installe et on n'arrive pas à dépasser ça, mélangé avec toutes ces peurs, mais enfin voilà, donc ça et du coup ça devient un sujet hyper complexe et effectivement avec cette négativité. Alors heureusement c'est pas tout le monde parce que effectivement comme tu l'as dit Christelle, il y a certaines personnes qui sont à un moment de leur parcours où voilà, elles arrivent complètement à passer outre, ou alors effectivement, qui en société ont du mal peut-être à accepter leur corps, mais qui parce qu'elles ont trouvé le bon compagnon ou voilà à ce niveau-là, c'est peut-être même le seul endroit quelque part où elles peuvent s'exprimer, se lâcher. Et là, pour le coup, ça se passe très bien parce qu'il y a plutôt une image positive de soi ou parce que l'autre nous renvoie une image où on se sent suffisamment en sécurité, à l'aise et en confiance pour quelque part s'abandonner et ne pas focaliser sur toutes ces choses qui sont assez lourdes. Et une chose aussi qui me vient en tête, c'est par rapport à des couples qui parfois sont forts tous les deux. Nous, on a aussi des couples qui tous les deux ont un problème disons c'est pas qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont un embonpoint. Mais par contre, le fait qu'ils, entre guillemets, qu'ils se ressemblent, eh bien, du coup, ils sont hyper à l'aise.
hyper à l'aise, ils n'ont pas du tout de complexe, ça se passe super bien parce que au final, ben voilà, ils se ressemblent, il y a aucun complexe parce qu'ils pensent que effectivement l'autre personne va vraiment les comprendre, etc. aussi. Donc du coup, les choses vont se faire beaucoup plus spontanément, etc. Donc voilà. Mais comme quoi effectivement les choses passent aussi, je pense au niveau de la tête aussi. Et puis ben, ce qu'il faut dire aussi, c'est que à partir du moment où on a quand même beaucoup d'amour aussi, malgré tout, les choses se font aussi beaucoup plus facilement. Donc voilà. Merci beaucoup Christelle. Et effectivement, ce qui a beaucoup été soulevé pendant cet échange que j'ai eu avec les membres de PCO, c'est finalement ces blocages physiques qu'on inflige à soi et à l'autre parce qu'on ne se trouve pas désirable. Donc, on se dit que l'autre, forcément, nous trouvera laide ou laid. Et pour certaines personnes, ce n'est même pas pensable qu'une personne ronde puisse se sentir belle, désirable et désirée. Et de quoi, en fait, résulte ce schéma de pensée, selon vous, Manon? Qu'est-ce qui amène à penser ça et surtout à calquer sa vision sur son partenaire? Alors, moi, ce que je dis en consultation, souvent, vous n'êtes pas responsable de plaisir de l'autre et l'autre, il n'est pas non plus responsable de votre plaisir. Il faut déjà partir, c'est indispensable pour avoir un effet miroir positif avec l'autre, de l'avoir déjà avec soi-même. Et ça, c'est indispensable et c'est important de se mettre déjà au centre, voilà, que le plaisir passe par soi, déjà, se donner cette autorisation. Et pour se donner cette autorisation, on se focalise par rapport à l'obésité, mais il faut peut-être aller plus loin. Il faut considérer tout ça comme des symptômes. Oui, des symptômes. Des symptômes d'un mal-être. Et c'est important de travailler sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai abordé tout à l'heure, sur l'éducation, sur les conditionnements, sur les violences psychiques, oui, parfois, voilà, malheureusement physiques aussi, les autorisations qu'on n'a jamais eues, voilà, parce qu'on n'était pas considéré, en étant dans une situation d'obésité, on n'était pas considéré comme un enfant qui va être éventuellement un adulte sexué. Je veux dire, c'est tout un conditionnement et c'est important de travailler sur ces traumatismes. D'habiter son corps avec finalement légèreté et souplesse. Voilà, de blocage, voilà. On peut porter son poids, quel que soit le chiffre, avec légèreté et souplesse. On parle de la tête. À partir du moment où on s'aime, quoi. On parle du psyché, on parle du corps. C'est quelque part, c'est cette connexion qu'il doit se faire de façon bienveillante, voilà, envers soi-même, de se faire des déclarations d'amour. On n'est pas ridicule quand la porte est fermée, on est dans notre salle de bain, devant notre miroir. Des déclarations d'amour et on peut se permettre de se trouver beau et on peut se permettre, voilà. Mais pour se donner ces autorisations, c'est absolument indispensable de revoir finalement son passé avec certaines distances émotionnelles. Voilà, ça demande du travail, ça demande beaucoup de courage et de travail et d'être armé aussi de retrouver des ressources et de faire la paix avec tout ça. Effectivement, là, on retrouve bien le côté psychosexualité. Quand vous nous dites tout ça, on retrouve vraiment le côté psychologique. De toute façon, j'ai été fouillée sur votre site internet et j'ai vu que vous étiez justement diplômée en psychologie. Oui. Alors, oui, donc, je
il y a une petite nuance. Je suis diplômée en psychosexologie. J'ai un passé soignante. Voilà. C'est malheureusement, vous avez une petite parenthèse. Vous avez dit tout à l'heure que finalement la notion de sexologue c'est un peu ambigu, un peu. Voilà. Et malheureusement en France, dans quand même pas mal de pays en Europe, c'est pas très cadré comme métier. C'est pas très cadré. Et il y a très peu d'écoles qui ont cette exigence avec une formation plutôt clinique, voilà, par des médecins, une formation plutôt psychologique, d'avoir des bases définies, et une exigence aussi de travailler sur soi pour prendre de la distance. Il y a aussi il y a ça. Je parle par rapport à la formation, et puis aussi certaines éthiques, l'éthique de thérapeute et de soignant. Hein. Moi, je dis soignant, c'est ma particularité. Il y a une soignante aussi qui parle, que j'arrive pas à m'aller. Je veux dire, cette éthique nous oblige quand même à être en supervision. Voilà. D'accord. Merci. Voilà, c'est pour ça c'est important aussi d'être suffisamment formé pour accompagner les personnes. Voilà. Oui, merci pour cette précision. Et donc finalement, oui, on parlait des blocages physiques liés à la largeur, à l'épaisseur du corps, ne permettant pas, pour certaines personnes, comme le disait Christelle, de voir leur sexe, certaines positions, certains plaisirs, et cela engendre une véritable frustration. Ce qui a été soulevé aussi, c'est que chez certaines personnes, cette frustration sexuelle déclenche des TCA. Et pour le cas de l'obésité, ça va être la plupart du temps des crises d'hyperphagie, de boulimie hyperphagique. Et en fait, utiliser le terme punition, elles se punissent de ne pas être capables de se sentir désiré, d'être désirable, de donner du plaisir, etc. Juste petite parenthèse, on voit toutes vos questions. Hein. Merci beaucoup pour vos retours. On voit qu'il y a aussi beaucoup de réactions. On traitera tout ça à la fin. Même, je pense qu'on va même un tout petit peu accélérer pour être dans les temps. Mais donc Manon, pour ces personnes qui se punissent par leur TCA, donc par leur trouble du comportement alimentaire, quels conseils pourriez-vous donner à ces personnes, même si on comprend bien que finalement l'amour de soi et la clémence, l'indulgence dont on doit faire preuve envers soi-même est clé. Vous avez, j'ai pas entendu. Il n'y a plus de, oh non, il n'y a plus de micro. Ah, d'accord. Le micro, voilà. Vous m'entendez? Oui, ça y est. C'est bon. Ce que je disais, c'est qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes qui souffrent de TCA, qui se punissent de ne pas se sentir désirables? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller pour renverser la balance, des astuces, des exercices peut-être, pour justement se défrustrer, j'ai envie de dire? Voilà. Déjà, je veux dire, d'anticiper tout ça. Vous parlez d'une crise, vous parlez de la crise. D'anticiper tout ça, c'est en prenant déjà, comme je dis tout à l'heure, de se mettre au centre, d'utiliser quelques outils. Il y a des outils qui sont très accessibles, comme par exemple la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qu'on peut utiliser. Cet exercice qui est étudié scientifiquement, cet exercice, en le pratiquant, par contre, oui, ça demande certaines motivations. Ça, en fait, en pratiquant cet exercice 5 minutes, une fois le matin, une fois le soir, c'est possible dans la journée, idéalement c'est 3 fois par jour, en le pratiquant quotidiennement, c'est un outil qui permet de moduler les émotions. Et en fait, ça aide à ne plus sécréter ces hormones de stress, d'être dans l'accompagnement des émotions. Les émotions, il ne faut pas chercher à les bloquer.
c'est important de les accompagner. Il y a ça, il y a aussi, on peut reprendre, vous parlez de blocage physique, tout ça. Je veux pas je veux pas conseiller des activités sportives ou des activités physiques qui sont, je veux dire, ce que je peux prescrire comme comportement, c'est de se donner le temps, une parenthèse, un temps, un moment pour soi, pour pratiquer une activité qui vous fait plaisir. Ça peut être, pourquoi pas un peu la danse, pourquoi pas quelque chose qui vous fait sécréter de bonnes hormones. Voilà, des endorphines. Ça peut être très aidant. Et je veux dire, il y a quelque chose d'être dans il y a un autre outil, si on est vraiment dans le charnel, c'est d'apprendre à se toucher de façon bienveillante. Je ne parle pas forcément de masturbation, on n'est pas obligé de commencer par la masturbation, mais de se caresser, de se toucher, de redessiner son corps finalement, parce qu'il y a le corps qu'on a représenté, qu'on représente de façon complètement subjective. Il y a le corps réel que les autres le voient. Ça, c'est très important. Je peux vous conseiller le nouveau traité des caresses de Dr Leleu, qui est intéressant. Il a une bibliographie qui est assez intéressante. Je ne veux pas faire la pub, mais voilà. Vous pouvez, si ça donne des astuces. Alors, je n'ai pas là actuellement dans mon cabinet le nouveau traité des caresses parce que je l'ai prêté à un patient. Et du coup, je vais montrer le traité du plaisir. En fait, il y a toute une bibliographie. Voilà. Le traité du plaisir, Dr Leleu, il y a une bibliographie qui est intéressante. Ça peut être intéressant. Alors, si on a avancé par rapport on n'est pas encore dans les caresses, mais dans la masturbation, mais déjà de commencer par des caresses, des moments de caresses, pourquoi pas de faire un exercice de respiration avant ce détente. Voilà, et après vous mettez une petite musique et on se donne le temps de se toucher, pourquoi pas, ça peut être intéressant et ça fait avancer. Voilà. Oui. Oui, et finalement, vous nous donnez, vous répondez déjà en plus aux futures questions, donc c'est bien, ça va nous faire gagner un peu de temps dans la visio. Et en plus de ça, vous donnez beaucoup de billes, enfin beaucoup d'astuces à un public qui est demandeur, pour les personnes qui ont des difficultés, qui est demandeur. Donc, je vous remercie Manon. Il nous reste quelques petites minutes. Donc, moi, je voudrais juste qu'on passe rapidement aux préjugés en interrogeant Christelle et Maïwenn sur les préjugés. Et après, on passera aux questions-réponses pour laisser le temps aux personnes de pouvoir poser leurs questions. Donc, Christelle, Maïwenn, à l'époque où je participais, moi, au groupe de parole de l'association Obèses Anonymes, ça remonte à quelques années, on avait évoqué la croyance que finalement la fille ronde était facile. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu au sein de l'atelier. De toute façon, je ne vais pas faire la difficile, hein, je suis ronde, pour une fois qu'il y en a un qui veut bien de moi. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Maïwenn, Christelle, est-ce que vous avez connaissance d'autres préjugés concernant les personnes en situation d'obésité et leur sexualité? Si oui, que répondez-vous aux personnes qui viennent se confier sur ces sujets-là? Oui, alors moi en tout cas, oui, que ça soit dans l'association ou là plus dernièrement, le cliché de la fille facile, c'est-à-dire alors non seulement les personnes concernées le ressentent, mais c'est pas seulement un ressenti, c'est-à-dire que c'est aussi des réflexions que ces personnes peuvent entendre de la part de certains hommes qui vont carrément leur dire, et c'est des choses qui nous ont été rapportées, écoute, tu vas quand même pas faire la difficile, déjà, entre guillemets, je veux bien, enfin c'est assez d'une violence qui est quand même impensable, enfin que d'ailleurs que ce soit dans l'obésité ou dans n'importe quelle autre
maladie, handicap, etc. Enfin, vraiment, c'est des propos qui sont évidemment intolérables, mais l'obésité souffre de tout un tas d'autres clichés et c'est bien dommage. Donc oui, la fille facile qui va entre guillemets céder un peu à tous nos désirs parce qu'elle est facile. Et qui va, et ça c'est des choses aussi qu'on a entendues, parfois contre ses propres envies et ses propres désirs, céder aux souhaits de l'autre pour faire plaisir parce que justement elle ne se pense pas désirable. Donc, quelque part, se mettre en danger ou se faire du mal en acceptant des pratiques qui ne sont pas les siennes et dont elle ou il n'a pas envie parce que j'ai déjà, entre guillemets, de la chance. Enfin, c'est ce type de croyance, en fait, qu'on entend très souvent. Et puis, il y a aussi ce thème des hommes qui finalement sont dans une sorte de fétichisme aussi de la personne en situation d'obésité. Et alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup revenu dans les derniers groupes. C'est-à-dire, oui, j'en ai marre d'attirer que des hommes qui sont, entre guillemets, fétichistes de l'obésité et quelque part même qui vont me dire « Ah non, surtout ne perds pas de poids » et qui vont être dans quelque chose mais pas dans la bienveillance, pas dans quelque chose où voilà, ah, j'aime les formes. On n'est plus dans l'ordre de quelque chose des goûts, mais on est vraiment dans l'objectification de la personne. Finalement, la personne ne se sent même plus un être humain, mais juste un objet de fantasme, quoi. Et ce qui fait que la personne se perd encore plus dans son identité, dans le rapport à son corps, puisque finalement, elle ne se définit plus qu'en tant qu'obèse. Donc, c'est plus je suis en situation d'obésité, c'est je suis obèse avant d'être moi, une personne, Marie, Sophie, je ne sais. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Et voilà, moi, ce que j'ai pu entendre et qui fait que ça devient encore plus compliqué la donne. Moi, j'ai souvenir, il y a quelques années, quand j'étais sur Paris et que j'étais beaucoup plus forte avant une opération bariatrique, quand j'étais dans Paris, lorsque j'allais dans les transports en commun, souvent, effectivement, je faisais 40 kilos de plus, et souvent, j'avais des regards des hommes, et qui étaient vraiment insistants. Et c'était très, très, très dérangeant. Et pour tout vous dire, c'est qu'au moment où j'ai commencé à perdre, où là j'étais un peu fondue dans la masse, et bien finalement on me regardait plus, on me désirait plus autant, et c'était une chose incroyable où le regard était différent, je dirais, et qui faisait que pour le coup je me disais quelque part ça m'a protégée peut-être de perdre un peu ces kilos parce qu'à un moment donné effectivement ça devenait presque des regards presque insultants et très dérangeants. Donc voilà. Et on peut comprendre que des personnes, effectivement, qui sont fortes, peuvent être gênées par ces regards insistants. Ça met très mal à l'aise. Et parfois, ces hommes ne se rendent peut-être pas compte, ou ils le font peut-être exprès, on ne sait pas. Mais en attendant, il y a une forme enfin voilà, on se sent un petit peu. Ça fait vraiment bizarre, quoi. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre effectivement il y a quelques années, quoi. Et donc, qu'est-ce que dans ces cas-là, quand vous entendez par exemple des personnes qui disent oui, moi de toute façon je vais pas faire la difficile pour une fois qu'il y en a un qui veut bien de moi. D'ailleurs, c'est un passage qui est cité dans le film Grosse, qui a été produit justement par FedMind en 2018. Steven, notre cher développeur au sein de la société, a mis le lien. Donc j'inviterai vraiment les personnes à participer à notre soirée ciné qui aura lieu le 2 juin. Et donc, on diffusera le film Grosse. Et après, il y aura une soirée débat qui poursuivra cette diffusion sur finalement les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc voilà, je vous spoile pas le film parce qu'on le verra tous ensemble le 2 juin. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui se dévalorisent et qui finalement, de par leur dévalorisation,
se disent bah, je ne vais pas faire la difficile, finalement elles perdent leur estime, elles ont aucune estime. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors je laisse la parole à qui voudra bien la prendre et après on passera aux questions-réponses. Ok, bon. Alors, pique-nique douille, là, c'est qui? Manon, si vous voulez prendre la parole. Et je pense que j'ai répondu peut-être un petit peu avant tout à l'heure, c'est de se donner la place, de se réparer par rapport à voilà, et de se donner la place. Comme si je suis aimable par moi-même, je serai aimable par les autres. Et c'est important de se donner la place, de se renforcer, prendre soin de soi. Et ça, c'est important parce que les rencontres amoureuses, on va dire les rencontres tout court, c'est par exemple les personnes qui se disent « je rencontre toujours les mêmes personnes ». En fait, ils répètent toujours les mêmes schémas. Parce qu'il y a quelque part des personnes qui sont là inconsciemment, ils sont attirés par des personnes en fragilité. C'est quelque part, on ne parle pas là de sexualité, on parle de domination et de pouvoir. Voilà. Et là, une sexualité qui est fonctionnelle, parce que les sexologues ne soignent pas. Les sexologues aident à changer, voilà, à changer des choses. Je veux dire, en se comportant de façon, on se met en bas, il y a forcément, on va rencontrer quelqu'un qui est un peu plus haut. Voilà. Et la sexualité fonctionnelle, il faut que ça soit en altérité pour que ça soit quelque chose d'harmonieux. C'est pour ça que c'est important de se renforcer. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure et finalement, se laisser la place, je trouve que c'est une très belle phrase et c'est être en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs et je pense que là-dessus, on peut passer aux questions-réponses parce que ça rejoint totalement la mentalité de FedMind. C'est qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi, il faut penser à se valoriser et à se tirer soi-même vers le haut parce que finalement, personne d'autre mieux que nous pourra le faire en fait à notre place. Personne d'autre que nous. Oui, allez-y. Excusez-moi, je vous écoute. Non, il n'y a pas de souci. Une certaine autonomie émotionnelle. Je veux dire, l'autre, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas quelqu'un qui va me compléter. C'est important. Effectivement. Voilà. Et il y a une chose qui me vient à l'esprit, Manon, quand vous dites ça aussi, c'est le fait aussi, peut-être par rapport à l'image de soi, le fait, par exemple, de se maquiller un peu, de se rendre jolie, de se rendre belle, de se sentir belle, de mettre un petit quelque chose, ou même au niveau de ses habits, etc., qui va faire que du coup, on se sent bien. Et du coup, ça permet d'ouvrir justement tous les champs du possible un peu plus parce que on va se sentir un peu plus désirable peut-être. Et voilà, c'est cette petite touche, ce petit truc en plus qui va faire que bon, d'un seul coup, on va se sentir beaucoup mieux et ça va du coup changer un peu ses énergies et voilà quoi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et on n'attend pas de perdre les kilos pour se sentir bien. Exactement. Totalement, effectivement. Donc, on a eu beaucoup de réactions pendant cette petite table ronde. Il y a même des personnes qui ne sont pas en situation d'obésité qui se retrouvent beaucoup dans ce qui est dit. Et alors, on a eu une petite question d'Alexandre qui dit donc l'éducation joue beaucoup sur un fantasme. Alors, la manière dont on est éduqué jouerait donc beaucoup sur un fantasme. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Manon? Alors, la manière qu'on est éduqué, quand je parle d'éducation, là, c'est conditionnement. Ça veut dire, il y a l'éducation, il y a l'environnement, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème qui conditionne aussi nos fantasmatiques. Oui. Je veux dire, il y a l'éducation, il y a ce qu'on est, voilà, qui conditionne aussi nos fantasmatiques. Oui. On a eu une réaction de Aurélie Quillet qui dit « En même temps, les personnes qui viennent à des groupes de parole sont des personnes qui vivent mal leur obésité. Si on demande à des personnes qui sont bien dans leur corps, ces personnes auront finalement une sexualité plus épanouie. » Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord.
mais je laisserai les experts en parler. Je pense que personnellement, je pense pas que c'est parce qu'on est mieux dans son corps qu'on peut avoir une sexualité plus épanouie. Je pense que c'est pas qu'une question corporelle, en fait, ou même psychologique. Moi, je veux dire mieux dans son corps. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mieux dans son corps, moi j'entends bien habiter son corps. Et on peut bien habiter son corps, quelle que soit la corpulence. Voilà. Moi, j'entends ça. Après, c'est complètement subjectif. Moi, j'entends ça. Oui. J'imagine pas, là, en parlant de ça, j'imagine pas un corps sportif. Il peut y avoir un corps sportif musclé. La mécanique marche très bien. Mais finalement, la connexion se fait pas très bien. Voilà. Et on peut très mal dans son corps. Voilà, effectivement. moi, j'entends ça. Après, je laisse la parole. Oui, peut-être que finalement, Aurélie peut peut-être expliciter son propos. On va passer à d'autres questions le temps qu'Aurélie revienne et explique peut-être un peu plus son propos. On a une réaction de la part de Steven qui dit « Chez l'homme, le problème est assez compliqué. La peur peut engendrer l'impuissance face à un complexe propre à lui-même, la peur de ne pas plaire. Au même titre que la femme d'ailleurs, l'aspect psychologique joue énormément. Et il en résulte une sorte d'infériorité, de rabaissement qui engendre un blocage et la répétition de la phase qui, finalement, est juste psychologique. Le problème est que c'est un cercle vicieux et qui impacte toutes les relations actuelles et futures. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Je pense qu'on a eu la réponse. C'est, comme vous avez dit, Manon, c'est se donner la place. C'est ça. Oui, se donner la place. Je veux dire, ça s'appelle, là, il parle de la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, derrière la peur de l'échec, il y a une exigence de performance qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a pas du tout abordée depuis tout à l'heure. Et il y a cette exigence de performance. Alors, une femme qui n'a pas d'excitation, il n'y a pas de lubrification, ça se voit beaucoup moins. On peut mettre la lubrification, ça se voit beaucoup moins. Un homme qui a pas d'excitation, pas d'érection, il y a tout le mythe, je veux dire, tout ce qui est pareil, cette obligation de réussite. Si j'ai une érection, je suis un super amant. Si j'ai pas d'érection, tout va mal. Alors qu'il peut y avoir une excitation au niveau psychique, mais on est un peu trahi par son corps. Je veux dire, comment on peut briser ce schéma? C'est de prendre la place et aussi d'avoir peut-être s'éloigner de la performance et d'accepter d'être imparfait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un sujet aussi qui revient beaucoup quand on parle de sexualité dans nos groupes, où effectivement, il y a ce côté où l'homme est souvent effectivement très dans la performance. Et en plus, nous, on a des femmes qui nous disent que c'est pas du tout ce qu'elles cherchent. Non. Et alors, je vais rentrer dans les détails, mais qui se font secouer dans tous les sens. Elles prennent absolument aucun plaisir parce que l'homme pense que c'est ce que la personne attend. Et en fait, en plus, il n'y a même pas de communication. C'est-à-dire que la femme se laisse faire parce qu'elle pense que ça fait plaisir. L'homme est dans une espèce il prend pas non plus tellement de plaisir parce qu'il est dans cette recherche de performance. Et en fait, comme il n'y a même pas de dialogue, chacun fait ce que pense que l'autre attend. Et finalement, c'est même pas ça. Et on se rend compte qu'il y a d'autres façons de faire et que s'il y avait cette communication déjà qui revenait, on se rendrait compte que finalement on pensait tous les deux avoir certaines attentes et qui ne sont pas du tout là et qu'on pourrait se permettre d'expérimenter déjà autre chose. Donc déjà ce qui enlèverait cette barrière de la performance, donc ce qui pourrait faciliter les relations. Et pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Nina, par rapport au fait que tu n'étais pas forcément d'accord sur le fait que si on se sent mieux dans son corps, on aura forcément une meilleure sexualité. Je pense que ce qu'a voulu dire Aurélie, c'est qu'à partir du moment où on se sent bien finalement
avec soi. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'Aurélie... Et justement, elle a éclairci ses propos. Oui. Bon, bah voilà, donc super, je vais pas parler ensemble alors. Voilà. Je vais juste rebondir sur quelque chose qui finalement est aussi intéressant et c'est Aurélie qui en parle et on va en parler, mais j'aimerais quand même qu'après on clôture sur une phase un peu plus joyeuse. C'est les violences sexuelles comme cause de l'obésité. Je me souviens avoir lu un livre là-dessus qui s'appelle Le livre noir des violences sexuelles. Et justement, il y avait un chiffre, alors je n'ai pas réussi à le retrouver, mais il y avait un chiffre comme quoi c'était assez impressionnant, ça m'avait choquée et je me suis beaucoup retrouvée dans ce chiffre, c'est que des violences sexuelles peuvent déclencher des troubles du comportement alimentaire type boulimie hyperphagique pour justement se créer cette carapace, le terme carapace qui revient souvent chez les personnes en obésité. Est-ce que vous pouvez parler quelques instants, Manon? Je ne sais pas si je vous prends peut-être un peu au dépourvu, mais des violences sexuelles comme cause de l'obésité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, je pense la violence sexuelle comme cause d'obésité, je veux dire l'obésité, comme je disais tout à l'heure, un symptôme comme un autre. Voilà. Oui. Et un symptôme, il est là, c'est pour finalement nous alerter. Oui, c'est une résultante d'un traumatisme psychologique finalement ou d'un choc psychologique. Oui, moi je suis tenue par ces traits, mais voilà, j'ai des personnes qui sont en situation d'obésité parce qu'ils ont vécu un inceste ou qu'ils ont vécu, c'était très parlant. C'était juste après l'année qui a suivi, il y avait une prise de poids énorme. J'ai aussi, il y avait un viol, par exemple. J'ai le cas d'un viol et c'est pareil, une personne qui a, j'ai en tête une patiente qui n'a il n'y a personne dans sa famille qui a ce problème d'obésité. Il y avait, d'ailleurs, ça a engendré d'autres violences. Cette fois, après le viol, il y avait d'autres violences. Le fait de se sentir étrangère par rapport à sa propre famille et de ressentir finalement le rejet. Et ça fait finalement amplifier la problématique. Et du coup, ça peut engendrer finalement le dégoût de soi-même. Alors, on ne peut pas trouver le goût dans le dégoût, je veux dire. Effectivement. Oui, effectivement. Du coup, le plaisir, la sexualité, on parle depuis tout à l'heure, la sexualité, il faut bien préciser qu'elle n'est pas indispensable à la vie. Hein. Ce n'est pas comme boire, manger, respirer. et du coup, à la place finalement de toucher un organe noble, comme par exemple un problème cardiaque ou un problème encore qui peut être, je veux dire, qui peut être une menace pour la vie. Finalement, ça peut toucher un trouble qui est la sexualité. Et d'ailleurs, souvent, on peut retrouver qu'il y a des troubles d'érection chez les hommes. C'est la première alerte liée, par exemple, au diabète ou de troubles neurologiques ou autre. La dépression, c'est très parlant. Pareil, des troubles sexologiques, ça peut être aussi un symptôme. Voilà. Merci beaucoup Manon de nous éclairer là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup. On ne brise pas de secret, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de partages à l'époque là-dessus. Beaucoup de personnes venaient nous voir parce qu'elles avaient vécu ça. Voilà. Il y a des personnes pour qui c'est... Comme je dis oui. C'est pas parce qu'on est en situation d'obésité qu'on ait forcément vécu un traumatisme violent sexuel. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ça peut être quelque chose qui est bien vécu, ça fait partie de la transmission familiale, comme il y a des familles d'asthmatiques, comme il y a des familles qui ont un problème.
voilà. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de pathologique. Je veux dire. Oui, bien sûr, de toute façon, on sait très bien que… Oui. Le contraire peut être aussi bien. Voilà, peut être aussi oui, bien. de toute façon, l'obésité est vraiment une maladie multifactorielle et comme le dit souvent Maïwenn, on n'a pas encore trouvé toutes les causes de l'obésité, mais on sait déjà qu'il y a vraiment une partie génétique. Il y a des études qui tendent à dire qu'il y a cette particularité génétique. Je pense qu'on va pouvoir se stopper ici parce que finalement, vous avez même répondu aux questions qui avaient été posées en amont par les membres de l'atelier PCO qui nous ont permis de travailler en bonne intelligence, en croisant les regards. Petit clin d'œil à Christelle qui aime beaucoup cette expression de croiser les regards. On a vraiment passé un moment très doux, très respectueux, plein de respect. Comment on peut dire, décontracté d'un sujet qui peut être difficile. Chaque fois qu'on dit oui, on veut traiter de l'obésité, quand Fedman dit on veut traiter de l'obésité, les gens ils nous regardent, ah bon et non, ça fait vraiment du bien, comme quoi on peut en parler avec respect, sans vulgarité. C'est pas antinomique ou c'est pas voilà. On peut parler de sexualité avec respect et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes en situation d'obésité. Ce genre de moment. Donc, il y aura un replay qui sera diffusé sur la page Facebook de ce petit moment. On mettra les coordonnées de Madame Rasmani-Villermo, de Manon Rasmani-Villermo, qui donc a son cabinet à Orléans, et on mettra ses contacts, tout ce dont vous avez besoin pour prendre contact avec elle et pour potentiellement vous faire aider par son expertise. On vous rappelle qu'actuellement, on est en période de crowdfunding, donc en période de financement participatif. Si vous voulez qu'on poursuive ces tables rondes, si vous voulez qu'on poursuive le fait de défendre vos idées, de vous comprendre, de continuer à développer une plateforme qui est respectueuse de votre condition et qui tend à améliorer votre qualité de vie, n'hésitez pas à participer à notre financement participatif. Je parle à tous les spectateurs en cliquant sur le petit lien KissKissBankBank qui a été mis juste ici par mon Jiminy Cricket qui est dans mon oreille, qui est Alexandre. On remercie aussi Alexandre qui est dans les coulisses et qui œuvre vraiment pour le bon déroulement de ces tables rondes à chaque fois. Il galère, mais à chaque fois, il y arrive, donc c'est ça qui compte. Et on est super fiers de lui. Merci beaucoup à toutes les trois. Et un petit mot pour la fin, ça vous dit? Oui, déjà, merci à toi, Nina, super animatrice à chaque fois, qui facilite aussi le dialogue et c'est important de le dire parce que tu amènes toujours très bien les questions et on a toujours de super retours des spectateurs sur ta façon d'amener. Donc, merci à toi et pour avoir préparé tout cet atelier en amont et toute cette table ronde. Donc déjà, merci. Et à toutes les personnes qui nous regardent là en live ou sur le replay, j'ai juste un message pour vous, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire avec Fedman, mais effectivement, apprendre à s'aimer. Tout ce qu'on a dit ce soir, se laisser la place, s'autoriser, se reconnecter à soi, se donner de l'importance. Oui et oui, c'est tout le travail qu'on fait ensemble depuis plusieurs années et qu'on va continuer à en faire ensemble. On peut avoir une sexualité épanouie, peu importe dans quel corps on habite, de quelle maladie, pathologie, handicap on peut souffrir, orientation sexuelle, enfin peu importe. C'est vraiment important juste effectivement de s'écouter, de savoir penser à soi. Et j'ai beaucoup aimé votre intervention, Manon, sur le fait aussi d'être indépendant au niveau affectif. Voilà, de ne pas attendre de l'autre
de se suffire à soi-même et que le plaisir avec l'autre soit un moment de partage et pas un moment d'attente où on fait peser toute cette pression, voilà, et plutôt un moment de connexion à soi et connexion à l'autre, dans un plaisir partagé. Et je vous souhaite vraiment de trouver cette voie-là. Manon peut vous accompagner, ou nous on continuera à vous accompagner dans ce sens-là, et pour vivre tout simplement une sexualité épanouie et retrouver une saine estime de soi. Je te laisse la parole. Juste une phrase peut-être pour dire que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de frontières. Et quelque part, c'est important de se dire que à partir du moment où vous donnez de l'amour, c'est quelque chose de beau. Et que quelque part, vous allez apporter de belles choses et ça va vous renvoyer de belles choses aussi. Et c'est ce qui va vous amener peut-être un peu plus de sérénité. Voilà. Et merci beaucoup Manon d'avoir aussi participé à cette table ronde parce que grâce à vous, eh bien, ça permet effectivement de pouvoir aussi poser les choses. Et merci beaucoup à tout le public aussi, Alexandre et notre chère Nina aussi. Voilà. Merci à vous. Moi, je suis ravie d'être là. J'étais ravie d'être avec vous et de partager. Et c'est grâce à vous aussi que ça se passait aussi finalement si bien. Et c'était pas seulement un moment respectueux, c'était aussi un moment très chaleureux et très joyeux. Même en parlant, voilà, et même en parlant de sexualité, même en parlant on va dire, en cassant certains tabous, en fait, finalement, on peut parler de tout, on peut nommer les choses, ça permet de finalement ne pas faire de suppositions et d'ouvrir le champ. Voilà. Merci beaucoup Manon. Je dis au revoir à tout le monde. Je vous invite maintenant peut-être à aller dîner ou à aller vous coucher, parce que moi d'habitude je vais me coucher à cette heure-là. Bon, on va aller dormir alors. On va vous voir ce que vous allez faire. Et bonne soirée à tous. Merci Manon. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.